parce que la neutralité journalistique, après tout, un journaliste c'est un citoyen avec ses opinions, ses sensibilités, ses points de vue. Mais on pourrait s'attendre à ce que la presse ou les médias informent sans désinformer, sans penser ou essayer de penser à la place des citoyens et sans orienter leur choix. On est nombreux, surtout des militants de gauche qui reçoivent, enfin ouais, essuient des insultes, des critiques, qui sont toujours en but de la diffamation d'où qu'elles viennent. On sait tous à quel point c'est douloureux et puis inquiétant, parce qu'on se demande quel effet, enfin on ne se demande pas d'ailleurs, on sait quel effet ça peut avoir sur le moral des citoyens, sur leur façon de voir le monde, de voir la société, de voir le pays, et les choix bien sûr qui sont faits. Bien sûr, on ne parle pas de la division qui est utilisée à dessein pour essayer d'écraser dans l'œuf toute velléité de dynamique populaire. Donc on est nombreux à penser qu'il faut résister à ça, essayer de résister à ça, et que ce soit en organisant des événements tels que celui-ci, que ce soit en militant sur les réseaux pour montrer que peut-être cette manœuvre de la part des médias n'est pas aussi efficace qu'on pourrait le penser, ou comme nos camarades du GA Bordeaux-Bastide, je crois, que nous saluons, qui ont vraiment déployé des trésors d'inventivité pour produire un document, un très très bon document, qui a pour but d'alerter et d'ouvrir les yeux, autant que faire se peut, des citoyens sur ce problème. Et au nombre, bien sûr, de ces résistants, on a bien sûr des médias, peut-être surtout des médias indépendants et des journalistes indépendants qui essayent de nous présenter l'actualité, de nous présenter la politique, de nous présenter tous les sujets d'une autre façon, même s'ils n'arrivent pas forcément à toucher un large public. On a vu par exemple, le média s'est vu refuser un canal TNT alors qu'il y avait un dossier vraiment en béton, armé, sans vraiment de raison recevable, mais enfin c'est comme ça. Et au nombre de ces gens-là, nous avons notre invité de ce soir, Mourad Bichar, que tout le monde connaît, je pense. Tout le monde suit l'œil de Moumou, j'imagine. Oui, la plupart des gens, voilà. Outre l'œil de Moumou et sa participation aux médias, Mourad écrit pour plusieurs journaux, Politis, l'Humanité, Le Canard, enchaîné, et d'autres, j'imagine. Voilà, donc je vais lui laisser la parole parce qu'il fera ça bien mieux que moi. Alors merci infiniment à toi Katia pour la présentation et puis pour l'organisation, parce que c'est toi qui est à l'origine de tout ça, et je te remercie vraiment et j'ai tout de suite... Merci pour elle. Merci pour elle. Et puis pour l'équipe, évidemment, l'équipe qui t'entoure et qui sont là pour assurer l'organisation et la sérénité de cette soirée. Je vous remercie toutes et tous. On m'a glissé le fait, pour paraphraser un célèbre humoriste, que des islamo-gauchistes se seraient glissés ce soir dans cette assistance. Donc je vais faire attention à ce que je dis. Il y a plusieurs choses qui ont été dites par Katia, je pense peut-être à son corps défendant, mais des choses qui sont au cœur de plein de questionnements et de discussions que j'observe, que j'entends dans les endroits où j'interviens un peu partout, puisque je fais le tour de France en ce moment. C'est ce que j'appelle le Moumou Tour, en toute immodestie, mais c'est un fait, je tourne en France partout et je vais rencontrer notamment des camarades un peu partout qui ont besoin d'échanger. Et c'est pour ça que je ne vais pas être long du tout. C'est pas une conférence, je ne vais pas distiller un savoir ou je ne sais quoi, ou une vérité. Je veux vraiment qu'on échange parce que j'ai aussi besoin, quand je parle, quand j'écris dans les médias pour lesquels je travaille sur la critique média depuis 25 ans, et quand je parle de la critique média et des rapports je mets beaucoup de guillemets, des Français aux médias, c'est parce que je recueille de votre part la manière dont vous appréciez, dans tous les sens du
terme, appréciés positivement ou négativement les médias, et donc ça m'intéresse évidemment de savoir ce que vous en pensez, ce que vous avez comme œil critique sur les médias, et de quelle manière vous, même si c'est un mot un peu particulier, donc vous consommez les médias ou pas. Je regarde tous les messages qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur YouTube et ainsi de suite, je regarde tous les commentaires. Et ça me prend un temps certain, mais je suis toujours intéressé, parce que énormément parmi vous m'expliquent qu'ils ne regardent plus les médias. Pour aller vite, le relatif succès de la chronique L'œil de Moumou, c'est dû au fait, donc qui dure depuis maintenant 1 an et demi, c'est dû au fait que énormément d'internautes, ce qui est quand même très troublant, de quel que soit leur âge, en fait, ne vont plus regarder la télévision. Alors, je ne sais pas si vous me direz, si vous en faites partie, des gens qui ne regardent plus la télévision, qui en ont marre, qui ne regardent plus les chaînes d'infos en continu, d'infos entre guillemets en continu, parce qu'en fait c'est du blabla. Ce sont des plateaux de tutologues qui vont raconter tout et n'importe quoi sur des sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et j'ai eu récemment un message très drôle, qu'il faudra d'ailleurs que je relaye, qui est un internaute qui m'a dit, ouvrez les guillemets, j'aimerais, donc suite évidemment au fait qu'il ait suivi mes chroniques, dit j'aimerais racheter une télévision pour avoir le plaisir de ne plus la regarder. Vous voyez, et je trouve que ça résume bien la situation. C'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol, de la désinformation dont tu parlais, Katia. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on vient le contrarier ce phénomène? Ça c'est très compliqué quand on est un simple citoyen. Alors, parmi les questions qu'a posées Katia, je vais recevoir, je vais faire un petit teaser, mais mardi prochain, je reçois une parlementaire, LFI, donc LFP, qui va venir s'expliquer sur justement quelle stratégie, puisque selon moi, selon mon expérience, la solution, elle est quand même législative, quoi. Il y a un moment donné, il va falloir stopper tout ça. Et ça ne peut passer que par la loi. Sauf que, a priori, la majorité progressiste qui a intérêt à ce que ça s'arrête n'est pas au pouvoir pour l'instant. Mais ça passera par là, forcément. Et donc, savoir si dans ces groupes-là, la question se pose de manière centrale et quelle riposte, notamment avec des accusations très graves, excessivement graves, notamment d'antisémitisme, qui touchent des représentants de la nation sans aucune espèce de bride et sans aucun début de commencement de preuve. Et donc, comment vont-ils réagir? J'espère que vous aurez la réponse dans mercredi donc prochain, parce que je la reçois mardi, que vous aurez un commencement de réponse sur ces questions-là. Mais la question est de savoir, alors, il y a un camarade du monde Diplo qui est là. Non, pardon, qui est le camarade du monde Diplo? Pardon, autant pour moi. Camarade du monde Diplo qui m'a très opportunément montré ce fameux, alors qui est toujours mis à jour, cette fameuse, pardon, ça l'envers, cette fameuse arborescence. Alors, si je peux juste, merci. Voilà, merci beaucoup. Donc cette fameuse arborescence, je pense que tout le monde la connaît, sur qui possède quoi dans la presse, quel milliardaire possède quel média. Et on arrive, vous savez, un peu comme les marques. Alors je vous invite vous pouvez, ce sera sur la table, vous pourrez venir le voir. Là on ne peut pas le voir d'ici, hein, évidemment, à distance c'est compliqué, mais évidemment ça montre un peu, et je reprends le micro, parce que tu n'es pas ma porte-parapluie, ma chère Katia, je ne suis pas la reine d'Angleterre. Donc, comment un peu comme vous savez, les marques, les fameuses marques de l'agroalimentaire, Nestlé et ainsi de suite, possèdent en gros à peu près tous les produits alimentaires sucrés, salés et ainsi de suite. J'adhère totalement, évidemment, à ce constat que, en gros, je crois que c'est toujours à l'ordre du jour, c'est 9 milliardaires qui possèdent l'ensemble des médias les plus influents, ce qu'on appelle les médias mainstream. Sauf que, les choses ont un peu changé. Ce qui, à mon avis, avait totalement sens, faisait totalement référence il y a, on va dire, une grosse dizaine d'années, une quinzaine d'années, aujourd'hui a été nuancé. Et ton avis m'importera, évidemment, votre avis m'importera. C'est qu'on a eu pendant des décennies des milliardaires, Dassault, Lagardère, on a eu
d'anciens collabos, je pense au patron du Figaro de l'époque, et ainsi de suite, qui ont... Pardon? Oui, Hersant, merci beaucoup. Robert Hersant, qui ont possédé des journaux, des empires médiatiques, mais pour des raisons plutôt économiques, si vous voulez. Et donc, ils avaient un intérêt à fond perdu, pas tant perdu que ça, puisqu'ils passaient les marchés publics, notamment dans l'armement. Ils avaient intérêt à être bien vus des pouvoirs politiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas qu'un pouvoir politique, il y a plusieurs pouvoirs politiques, d'abord qui sont interchangeables, d'une part, et que d'autre part, il y a aussi des pouvoirs régionaux, des pouvoirs locaux, et qu'ils peuvent aussi répondre à des marchés sur ces terrains-là. Il y a eu ça pendant des décennies. Et puis, d'un coup est arrivé Bolloré. Et Bolloré a transformé littéralement le paysage et a transformé cette fameuse carte. Parce que lui n'est plus du tout dans une logique économique. Il n'en a rien à foutre. Et d'ailleurs, il est dans une logique qui est complètement folle, puisque je ne veux pas psychiatriser les choses, mais il est dans une logique complètement folle, puisque lui va imposer non pas une volonté économique, une volonté de rapacité économique, il veut simplement imposer une idéologie ultra-réactionnaire, catholique intégriste, à fond perdu, mais ces fonds, d'où viennent-ils? Ils viennent, et c'est là que c'est complètement, pardon, j'emploie souvent ce terme-là, mais c'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'il va utiliser des dignitaires, des dictateurs des pays africains, il va les corrompre pour obtenir des marchés, pour obtenir des ports, en l'occurrence, pour obtenir des forêts, pour obtenir des marchés, et ainsi de suite. Il va les corrompre. Il va provoquer, du coup, une déflagration économique dans ces pays qui va créer une paupérisation de la société. Et donc, faire partir les gens les plus pauvres, tout ça, vers l'Occident. Et avec cet argent-là, gagné grâce à cette corruption, il va payer des chaînes et des journalistes, on va les appeler comme ça pour être sympa. Et après, je vous expliquerai comment on va dire. Mais il va payer des journalistes militants, partisans, pour fustiger l'arrivée de ces fameux immigrés, migrants, vous les appelez comme vous voulez, pour qu'ils repartent, où ça? Dans leur pays d'origine. C'est-à-dire le pays où les dictateurs sont corrompus par le même Bolloré. Vous voyez, c'est une machine infernale, c'est une espèce de rhétorique éolienne qui est complètement dingue. On dirait un hamster, vous savez, les hamsters qui sont dans leur cage, où on ne sait pas comment tout ça va se terminer. Si ce n'est par, évidemment, l'arrivée de l'extrême droite ou de la droite extrême en France, si tant est qu'elle ne le soit pas déjà. Donc on est dans une nouvelle logique qui fait que je pense que ce schéma est toujours valable, effectivement, de nos amis du monde diplôme. Simplement, il est dépassé par ce phénomène nouveau qu'est l'arrivée de Bolloré. Et Bolloré, on pose souvent la question de savoir, mais ces journalistes, notamment ces jeunes journalistes, est-ce qu'ils sont payés pour dire ou pas ce qu'ils disent sur les immigrés, les OQTF, le fait qu'ils trient les meurtres d'enfants, de gamines en fonction de l'origine des personnes? Mais pas du tout. Ils sont pas payés pour ça, ils sont embauchés pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à des journalistes modelés par rapport à une école de journalisme, moi je ne sais quoi. On est avec des jeunes journalistes qui sont embauchés pour ça. Qu'ont-ils de journalistes? Pas grand-chose, à part la carte de presse. La carte de presse, je le reprécise, je l'ai déjà expliqué, mais je le reprécise, la carte de presse, la seule et unique condition, la seule, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que quelqu'un connaît la condition d'obtention de la carte de presse? Oui. C'est ça, que 51% des revenus proviennent d'un organe de presse reconnu par la profession et par la commission de la carte de presse, et que donc c'est la seule et unique condition. Pardon? Il faut être aussi rédacteur dans le journal sur lequel il réclame sa carte de presse. Ça passe par une commission, on appelle ça la commission de la carte au niveau national pour l'attribution s'il remplit bien ces conditions. Non. Oui, alors oui et non. La seule condition, comme dit monsieur, c'est 51% des revenus. Moi, je suis journaliste indépendant. Alors, je vais gommer une idée reçue, parfois,
que journaliste indépendant sous-entend que je serais indépendant idéologiquement. Mais pas du tout. Et comme l'a dit Katia dans son intervention liminaire, j'ai un avis personnel. Je suis un citoyen lambda, et donc j'ai un avis. Simplement, être citoyen indépendant, ce que je suis... être journaliste indépendant, c'est que j'ai une carte de presse où il est stipulé que je suis pigiste, c'est-à-dire que je suis payé par plusieurs rédactions. Donc pas une seule rédaction à qui donc je perçois 51% de mes revenus, mais à plusieurs. Canard enchaîné, l'UMA, j'ai bossé pendant 15 ans pour Libération, pour l'agence Reuters, donc j'ai bossé pour des milliardaires, et je vous en reparlerai tout à l'heure peut-être. Mais voilà, je bosse pour plusieurs rédactions, je suis payé à chaque fois à l'article par des rédactions, mais ce qui ne veut pas dire que je suis journaliste indépendant idéologiquement. Moi je m'estime être un journaliste engagé, c'est-à-dire que je choisis 99% de mes sujets. Ce que vous voyez, si vous regardez le Lumou par exemple, 100% des sujets et des invités que je reçois, c'est moi qui choisis. C'est moi qui fais le tri pendant une semaine et qui ai invité des gens, que ce soit Rokhaya Diallo, Guillaume Meurice, tous ces gens, Claude Siard et d'autres. Je les ai invités parce que j'estimais qu'ils avaient quelque chose à apporter et qui avaient notamment j'ai oublié son prénom, Claire Billet, vous savez, qui a fait le fameux documentaire sur les gazages en Algérie par l'armée française et qui a dévoilé cette affaire extraordinaire. Et donc, quand j'estime que ça peut vous apporter quelque chose, je vais choisir en connaissance de cause et surtout en toute subjectivité. Ça coupe. Et donc, si vous voulez, le problème de fond, et c'est pour ça que je posais la question à laquelle a répondu. Ok, donc je reste comme ça. C'est qu'aucun critère, et c'est ça qui est terrible, et c'est aussi comment on peut sortir des saloperies aussi énormes, des saloperies empreintes de racisme, de discrimination, et même être condamné par la justice, et continuer à avoir la carte de presse et passer à l'antenne, y compris sur France Info, y compris sur le service public. C'est ça le vrai problème en fait, vous voyez. Et c'est pour ça que je rejoins l'histoire des milliardaires, c'est que maintenant il n'y a plus besoin d'avoir un milliardaire au-dessus de soi. Le service public, sans aucune pression. Et je prends l'exemple de France Info souvent parce que c'est la pire dérive, me semble-t-il. Vous avez vu, je pense, que France Info a fait une émission absolument abjecte sur Gaza et la Riviera. Comment est-ce rentable de faire de Gaza une Riviera à la France en disant on laisse de côté la politique. Mais comment un journaliste du service public peut sortir une horreur pareille? Donc si vous voulez, le problème c'est que ça touche aujourd'hui non plus les empires médiatiques des milliardaires, mais ça touche le service public que nous payons, vous et moi. Et ils ont retiré, je le rappelle, ce documentaire du replay sans même présenter la moindre excuse. Donc c'est absolument incroyable. Et donc, l'histoire de la carte de presse, et je termine là-dessus, le vrai problème, c'est qu'il n'y a aucune, et moi je suis opposé à ça, je fais partie des rares journalistes opposés à ça, au fait qu'il n'y a aucune espèce de considération éthique ou déontologique pour l'attribution ou le renouvellement ou le renouvellement de la carte de presse. Et le problème de l'éthique et de la déontologie, c'est que quand vous arrivez à faire un truc pareil, à savoir Gaza et la Riviera, c'est que vous êtes complètement dénué de toute culture éthique et déontologique. Et ça ne s'apprend pas. Et le problème, c'est que quand vous êtes comme ça, à ce point-là, acculturé sur les questions déontologiques et éthiques, mais c'est comme quand vous êtes mort ou quand vous êtes con, vous ne le savez pas. C'est un fait, vous ne le savez pas que vous êtes dénué de déontologie et d'éthique. Et donc, vous n'allez pas vous corriger vous-même, puisque vous n'avez pas d'organes supérieurs qui vont vous parler de la commission de la carte de presse, monsieur, tout à l'heure. Eh bien, ils n'ont aucun pouvoir là-dessus. Aucune espèce de contrôle. Et donc, vous n'avez personne au-dessus quand vous êtes journaliste du service public, du privé ou d'ailleurs. Vous n'avez aucune espèce de contrôle qui va vous dire non, là vous avez merdé, vous avez fait quelque chose qui ne va pas, vous ne devez pas recommencer, sauf à vous sanctionner
la prochaine fois et à vous retirer votre carte de presse, même pour 1 an, 2 ans, enfin on s'en moque, mais je veux dire, il n'y a aucune sanction possible. Il y a le conseil de déontologie journalistique et de médiation qui émet un avis que personne ne regarde, que moi, dont j'essaie de faire la promotion parce que je trouve ça intéressant, mais il n'y a aucun pouvoir là-dessus et la profession refuse absolument d'être contrôlée par quelque organe que ce soit. Est-ce que à ce stade, il y a... Alors je vais demander si quelqu'un peut prendre le micro pour le faire passer. Est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît? Oui, je t'en prie. Il n'y a pas de question idiote, il n'y a pas de remarque idiote, ou même de témoignage idiot. Je vous demande vraiment de profiter de ce moment parce que vraiment je veux qu'on ait un échange et que ce ne soit pas quelque chose d'asséné de ma part. Oui, merci. Alors, je précise, si vous faites partie d'une organisation ou d'une association ou d'autres dont vous estimez qu'il soit important de le préciser, n'hésitez pas à le faire. Donc je suis du GA de Insoumis, Mérignac Insoumis, voilà. Et il m'est arrivé dans une autre vie d'être journaliste dans un journal qui n'était pas du tout un grand média et qui était partisan puisque c'était un journal syndical, mais qui disait ce qu'il était. Je veux revenir sur ce que tu as dit sur la carte de presse. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours considéré que ce n'est pas la carte de presse qui fait un journaliste. C'est la déontologie, le respect de la déontologie. Il y a un principe de base qui n'existe plus du tout aujourd'hui dans les grands médias. Et ça va paraître peut-être bête parce que c'est tellement évident, mais ça n'existe plus. Parce qu'effectivement, un journaliste est un citoyen, mais c'est un être humain, donc il ne peut pas être objectif. Ça n'existe pas. La seule objectivité, c'est Dieu. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut avec Dieu, mais bon, mais un être humain, il n'y a pas d'objectivité, ça n'existe pas, donc on est subjectif. La règle de base, c'est de séparer le fait du commentaire. On sépare le fait du commentaire. Que ce soit verbalement ou à l'écrit, on expose clairement les faits, et après, on est libre en tant que journaliste d'avoir un point de vue. Ma question, c'était, il existe une charte de déontologie qui a été... Enfin, je ne sais pas si on dit charte, enfin un code de déontologie qui a été défendu par les journalistes. Comme j'étais journaliste dans une autre vie, c'était il y a longtemps, je ne sais pas où ça en est. J'aimerais bien savoir, parce que je sais que les syndicats, à un moment donné, à une certaine période, se battaient pour faire respecter ça. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors ils se battent pas vraiment, d'une part, parce que d'abord, le problème des chartes, alors d'abord, c'est personne l'a lu. Je ne connais pas un journaliste qui puisse réciter la charte de Munich, par exemple, ou la charte de déontologie journalistique. Personne ne l'a lu, personne ne la lit. D'une part, elle n'est pas opposable. Opposable, je prends l'exemple du DALO, le droit au logement opposable. Bon, elle n'est pas opposable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un journaliste qui a fait une connerie, allez, requête Krief. On ne peut pas lui dire, Ruth, ça fait la 15e fois que tu dis n'importe quoi et que tu fais de la merde et que tu mens. Voilà, tu dois rendre ta carte de presse parce qu'il y a la charte et que tu ne réponds pas aux ordres, entre guillemets, de la charte. Ce n'est pas opposable. Donc c'est un premier problème. Le deuxième problème que tu soulèves, c'est la question de l'objectivité. Je ne sais pas, alors, excusez-moi, c'est un peu scolaire, mais en levant la main, est-ce que, alors, je sais qu'il y a plein de trucs sur TikTok hyper sympa, mais si on pouvait juste baisser un tout petit peu le son, ça serait bien. C'est pas grave, je patiente 2 secondes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Sur la question de l'objectivité, je ne suis pas certain que ce soit partagé à ce point-là. Je vais vous demander d'être, en faisant preuve on est entre nous, qui pense qu'un journaliste, en levant la main, c'est un peu scolaire mais j'ai pas le choix, qui pense qu'un journaliste doit être objectif, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Un journaliste doit être objectif. Alors, est-ce qu'il est possible de passer le micro à une personne qui a répondu positivement, s'il vous plaît? J'aimerais avoir vos avis. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai parlé, bon, je ne vais pas faire de délation. Séparer le fait... Pardon.
Bonsoir Momo, je m'appelle Ahmed, je fais partie de la France. On se connaît au niveau de la voix, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Je pense que séparer le fait du commentaire, c'est ça être objectif pour nous. Donc la partie où on doit bien énoncer les faits, elle doit pouvoir être faite de manière objective, je trouve. On peut avoir un deuxième témoignage? Vous pouvez relever les mains s'il vous plaît, juste pour avoir le micro. Merci. Bonjour, moi c'est Sophie. Donc, je pense en effet qu'un journaliste doit être objectif dans le sens où tout simplement c'est de l'information et que en fait, on attend une information qui soit concrète, enfin un fait, pas parti pris de quoi que ce soit, tout simplement. Merci. Je peux avoir le micro devant, là, juste devant, pour la dame qui est juste devant moi, s'il vous plaît. Oui, moi je pense que le fait d'être objectif, c'est de présenter, par exemple quand il présente une phrase qui va être dite par, admettons, Mélenchon, et qu'il la coupe, et au lieu de mettre la phrase en entier, ça c'est un manque d'objectivité en fait selon moi. Donc l'objectivité c'est de présenter les choses telles qu'elles sont, sans les tronquer, sans mentir en fait. C'est un peu ce que je pense moi. Il y a une autre intervention sur l'objectivité, ou dites-moi, ou si vous êtes d'accord avec ce que j'avais dit, c'est comme vous voulez. Si quelqu'un veut reprendre la parole, évidemment, vous le pouvez. Ça va aller? Vous êtes d'accord? L'objectivité, je vais vous donner mon point de vue. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur la question de l'objectivité. Et c'est pas parce que la camarade m'héberge ce soir et ça n'a aucun lien avec le petit déjeuner de demain matin. Je suis d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que l'objectivité, je pense que c'est quelque chose un tout petit peu fantasmé. Je vais vous donner votre prénom. Oui? Oui, vous? Monique. Monique, je vous nomme rédactrice en chef de la rubrique internationale du journal de votre choix. Dites-moi. Le journal de votre choix. Le Canard. Pardon? Non, dites-moi un journal national. Non, un journal d'information générale. Allez, Libé. Je vous nomme Monique, rédactrice en chef de la rubrique internationale, donc la rubrique Monde, de Libération. Ça veut dire que, en fait, Red Chef, ça signifie que vous êtes. Il y a plusieurs Red Chefs, hein. Il y a le Red Chef des sports, il y a le Red Chef de toutes les rubriques, hein. Société. On est lundi matin. Vous arrivez à la conférence de rédaction de Libération, pour qui j'ai travaillé 15 ans. Vous arrivez à la conférence de rédaction à 10h du matin. Vous allez être avec les autres rédacteurs en chef et rédactrices en chef. Et vous allez devoir défendre votre rubrique. Et là, vous allez essayer d'obtenir, évidemment, un maximum d'articles et de pages. D'accord? Et vous allez défendre le fait qu'il y a énormément de sujets que vous avez vus pendant le week-end et que vous avez repérés notamment sur le fil de l'AFP, de l'agence Reuters et de Associated Press, donc les 3 grosses agences de presse mondiales qui fournissent les rédactions en information, notamment internationale. Vous allez recueillir ce week-end-là 300 informations, 300 faits internationaux notables qui vont pouvoir alimenter le journal du mardi matin, puisque la conférence de presse a lieu le lundi matin. Monique va repérer 300 sujets. Elle va obtenir 4 pages. 4 pages dans Libération, c'est en gros une trentaine de sujets. D'accord? Tout format confondu. Une trentaine de sujets. 300 moins 30, ça fait combien? 270. Qu'est-ce qui fait que Monique va retenir 30 sujets et va en béner 270? C'est quoi la raison? C'est son avis. C'est subjectif. Première mort de l'objectivité. Première mort. Deuxièmement, elle va choisir de faire une pleine page sur un discours à la con de, je ne sais pas, du chancelier allemand ou de Clinton, qui n'aura aucune influence sur quoi que ce soit, ou qui va être dédié le lendemain. Et,
Oui, une pleine page sur un discours de Trump à la con, vulgaire et puis surtout provocateur. Et un bâtiment au Bangladesh, un bâtiment où on fabrique des fringues avec des gamins qui sont surexploités, va s'écrouler. Il va y avoir 300 morts. Elle va en faire une brève. Qu'est-ce qui fait qu'elle va faire une brève sur 300 morts dans le domaine textile, dans des pays où les gens sont surexploités, et qu'elle va faire une pleine page d'une déclaration de Trump? Deuxième mort de la subjectivité. Alors là, je fais une petite parenthèse. Là, il y a un double problème. C'est que on pourrait, et ça arrive très régulièrement, on pourrait, sur cette affaire des 300 ouvriers du textile au Bangladesh morts dans l'écroulement d'une usine, d'un immeuble-usine, évidemment insalubre et qui bossent dans des conditions de travail lamentables. On pourrait s'interroger. On pourrait interroger plein de choses, notamment nos modes de consommation. Le fait qu'on achète des t-shirts à 1 euro, à 2 euros, sans se soucier de savoir comment c'est fabriqué, par qui, dans quelles conditions de travail, on s'en fout complètement. Parce que, soi-disant, ça se passe à 3, 4, 5 000 km, et que c'est des populations qui n'ont pas, vous savez, qui n'ont pas de voiture comme les nôtres, là. Ce qu'on disait au moment et qui n'ont pas les yeux bleus, qui ne sont pas blonds comme des Ukrainiens. Donc, si vous voulez, on aurait pu se poser des questions, et dire, on garde cette information-là pendant 2 semaines, on envoie quelqu'un sur place, on va enquêter et on va raconter. Voilà, regardez en face ce que coûte vos t-shirts à 1 euro, vos slips à 1 euro, ça coûte ça. Ça coûte la mort d'enfants, ça coûte la mort de gens par centaines. Et donc, je ferme la parenthèse. Et la troisième chose, et malheureusement on est au cœur de l'actualité, je bosse depuis des années sur le conflit israélo-palestinien, je peux vous assurer que quelle que soit la manière dont Monique va traiter le conflit israélo-palestinien, elle aura, et c'est vérifiable maintenant grâce aux réseaux sociaux et ainsi de suite, et aux commentaires, elle aura la moitié du lectorat qui va lui reprocher d'être pro-palestinienne et l'autre moitié d'être pro-israélienne. Troisième mort de l'objectivité. Ceci est un point de vue, je ne vous demande pas de dire que j'ai raison ou que j'ai tort, hein, c'est pas la question, c'est un point de vue, j'essaie de démontrer, hein, comme je le fais dans mon émission, mais j'essaie de vous démontrer juste par expérience professionnelle que voilà, je pense que c'est pas le cas. Par contre, je pense qu'on est d'accord je pense que dans le fond, on est tous d'accord, et moi je vous invite peut-être à remplacer le mot objectivité par le mot rigueur. Quand vous mettez la rigueur, quand vous allez vérifier l'information, que vous recoupez, que vous argumentez à partir de la rigueur de vos informations de départ, bah vous avez le droit d'être un peu subjectif et puis d'expliquer pourquoi vous l'êtes. Donc, juste, je pense, remplacer l'objectivité par la rigueur, ça me semble un tout petit peu plus précis professionnellement parlant. Est-ce qu'il y a une remarque ou une question, même autre, par rapport à ça? Oui. Salut Moumou. Hello. Est-ce que tu penses que c'est lié à tout cet épicycle géostratégique de l'historiographie récente qu'on a vu? Parce que il y a quand même le facteur sociétal du fait que la presse s'est beaucoup numérisée et in extenso l'audiovisuel s'est informaticisé. Et géodiplomatiquement, ça a correspondu aux épicycles du coup de la survention de la télévision qui a mené une grosse pression contre le Proche-Orient, les multiples cycles de guerre du Golfe, etc. Et est-ce que tu penses que en fait, c'est profondément lié à la nature même de l'information? C'est-à-dire en fait l'information c'est un signal qu'on assimile, c'est pas un objet en soi, c'est une immatérialité véhiculée par ces superstructures-là. Et est-ce que tu penses que, quand tu veux dire rigueur, c'est cette question de la méthodologie, du recoupement de ce qu'on assimile ou non, mais pas seulement par rapport au quorum des personnes qui nous sont proposées, par rapport aux certitudes matérielles qu'on tient pour définissant en fait nos orientations de vie, nos façons de penser la sociopolitique, etc. Parce que moi je fais beaucoup ce lien avec justement ce transfert de l'embêtage des télés avant et la disparition du grand reportage qui est quand même
beaucoup en cheville avec le cinéma des armées, et la libéralisation de l'offre médiatique qui a diversifié les points de vue, mais qui du coup a tendance à créer cette saturation de la diversité dans laquelle c'est beaucoup plus difficile pour des gens qui préalablement n'ont pas encore de rapport au réel vraiment personnifié, j'ai envie de dire, et qui se construisent dans cet océan de percepts. J'ai l'impression que sur tout ça, dans l'époque, qui se dilate extraordinairement et qui véhicule beaucoup de confusion, donc beaucoup d'opportunités pour la manipulation. Alors, merci pour la question. J'espère, c'est pas une vanne, hein. Vraiment, j'espère que tout le monde a compris l'ensemble des termes que tu as employés, parce que c'est un petit peu compliqué. Non, mais il faut être complexe dans les. Mais voilà, j'espère que tout le monde a compris, parce que je vais essayer de résumer, mais tu me diras si je ne trahis pas ta pensée. Le problème de fond, c'est qu'on est sur un. Alors, je ne vous prends pas pour des débiles, hein. C'est juste que. Non, mais c'est juste que c'est une pensée complexe. Je pense qu'on n'est plus effectivement dans l'ère du. On n'est plus dans l'ère du reportage depuis longtemps. On est dans l'ère de la discussion, du papotage et surtout du commentaire. Et notamment sur les chaînes en continu, les chaînes d'information. C'est quand même extraordinaire de parler d'information. En continu, où on a des tautologues, des gens qui ne sont pas experts en quoi que ce soit et qui viennent parler de tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est ça le fond, enfin le virage réel. C'est qu'on est passé du reportage et de l'information, donc en gros, pour les plus anciens parmi nous, en gros de 5 colonnes à la une, on est passé à des choses complètes, à quelques exceptions près. On est passé à de la tautologie qui n'a plus aucun sens, avec des Rachel Kahn, des Raphaël Enthoven, des gens qui n'ont aucune compétence sur rien, qui parfois ont menti. Hein. J'avais fait une enquête pour c'était Street Press, je crois, sur Alain Boer, qui a usurpé son diplôme de criminologue alors qu'il apparaît sur les plateaux pour ça, et pas que pour ça. Il parle de l'Ukraine, il parle d'à peu près tout. D'une part, et que je vais prendre un exemple pour vraiment imager ce que je te dis dans ma réponse, c'est peut-être vous l'avez vu, j'avais reçu, pardon, c'est pas j'avais, quand je dis je ou j'avais, c'est pas moi, on s'en fout complètement, c'est juste le fait. J'avais booké Pascal Boniface. Il book 3 semaines à l'avance, vous imaginez bien qu'il a un agenda un peu chargé, Pascal, qui est un copain par ailleurs, mais je l'avais booké 3 semaines à l'avance. Et puis, je le reçois le mardi, et bing, c'est juste 3-4 jours après la décision de la CPI, la Cour pénale internationale concernant Netanyahou et Israël. Je me dis waouh, quoi, c'est super, j'ai de la chance. Je rentre, donc ça se passe, c'est 3 quarts d'heure d'interview, hyper nourrissante, enfin voilà, c'est Pascal Boniface, hyper nourrissante, hyper intéressante. Et alors Pascal Boniface, pardon, qui est le directeur de l'IRIS, un institut de recherche de géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient, pour qui ne le connaîtrait pas. Et puis je rentre le soir chez moi, donc j'habite près d'Orléans, je rentre le soir chez moi et puis je regarde vite fait ce qui s'est dit là-dessus sur la CPI sur les autres prochaines, et puis je tombe sur France 5, et alors je pense que peut-être quelqu'un s'en souvient, mais France 5, est-ce que vous vous rappelez qui ils avaient invité pour parler de la décision de la CPI? Non? Non, il n'y a pas de souci. Ils avaient invité, donnez-vous bien, France 5, l'émission C'est ce soir, là. C'est à vous, pardon. Putain, ils sont chiants avec les émissions, là. C'est ce soir, c'est à vous, c'est demain, c'est aujourd'hui, c'est ce matin. Bon. Même moi, j'arrive pas à me rappeler du nom des émissions. C'est à vous. Vous savez l'émission de Boboland où ils bouffent, là, il y a une pauvre cuistot qui prépare à bouffer comme si tous les Français avaient à manger. Bah, c'est une honte, cette émission. Eh ben, ils invitent Patrick Bruel. J'en avais fait un truc la semaine suivante en disant que je m'étais fait couper l'herbe sous le pied parce que putain, je m'étais fait avoir, j'avais invité un loser, à savoir Pascal Boniface, alors que le service public avait lui invité le spécialiste de la question. Et cette espèce de salopard, alors je sais qu'on est filmé et je m'en fous complètement, cette espèce de salopard ultra-sioniste,
ultra Netanyahou, ultra Likoud, il n'est pas présenté comme ça, hein, il est présenté comme chanteur israélien. Alors cette espèce de pauvre type pro-génocidaire qui n'est pas présenté comme ça, et ça c'est vraiment un fil rouge pour moi. Hein. Ils ne sont jamais présentés pour qui ils sont. Alors que, pardon, nous, au sens très large, c'est-à-dire nous les progressistes, on est toujours présentés comme des gauchards, des islamo-gauchias et compagnie, des wokistes, ce que vous voulez. Eux, jamais. Il va dire qu'on a le droit, je mets des guillemets, c'est à peu près ça, hein. Il dit on a le droit de critiquer Netanyahou, genre, je ne suis pas pour Netanyahou, même si, quand on critique Netanyahou, c'est sans doute qu'on ne connaît pas tout le dossier. Vous voyez, ça veut dire que vous avez le droit de critiquer Netanyahou, mais c'est que vous êtes des pauvres gens, vous n'y connaissez rien, et que peut-être vous vous faites embobiner par les antisémites, les antisionistes et compagnie. Et donc, et ça c'est sur le service public, pardon, hein. Excusez-moi, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sur le service public sans pression, sans pression. Il n'y a pas un milliardaire qui l'a, pardon, hein, c'est pas une critique générale, hein, c'est juste une mise à jour de cette excellente arborescence. C'est qu'en plus de l'arborescence-là, il y a, sans pression, ces gens-là sont capables de ça. Je ne parle même pas de l'interview de Rima Hassan sur la question de la condamnation ou non du Hamas. Je donne une petite clé. Je ne suis pas arabophone spécialement, mais dès que vous entendez Hamas, tout ce qu'il y a derrière, vous pouvez dégager. Hein. Hamas. Et donc, quand elle parle du Hamas, si vous voulez, et qu'elle dit qu'elle condamne le Hamas, enfin, elle condamne les attentats, mais sans aucune espèce de commencement de début. Voilà. Et là, vous avez Laurent, j'oublie son nom, Sénéchal, Laurent Sénéchal, là, qui va présenter de manière mais honteuse un montage qui va montrer que inverser les propos, faire des coupures pour expliquer qu'elle a finalement, donc elle a soutenu les massacres du 7 octobre, mais que finalement elle est revenue en arrière et qu'elle a nuancé ses propos, mais pas du tout. Dans le même propos linéaire, quand vous voyez, évidemment, il faut aller regarder ce que je fais à chaque fois, vous allez regarder l'interview en direct de Bourdin, vous voyez très bien, et qui la harcèle de questions, qui l'empêche de parler, qui la bombarde de questions. Il devrait s'occuper des questions de mœurs dans les rédactions de chaînes de télé, de radio où il est passé. Je dis ça, je dis rien. Je n'ai rien dit. Il va manipuler de façon à faire croire qu'elle est revenue en arrière après coup, alors qu'en fait pas du tout. Elle a expliqué que oui, le Hamas, au regard du droit international, a le droit de se... tout peuple sous l'emprise d'une colonisation a le droit de se défendre, mais que le droit international impose évidemment qu'on interdise notamment les prises d'otages, les massacres terroristes et tout ça. Et donc voilà. Et ces gens-là reviennent à l'antenne tranquillement le coup d'après. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire le coup d'après? Ils viennent dire que... alors c'était quoi? C'était quel... oui, à propos de Samuel Paty, ils viennent dire que... on peut peut-être le regarder ce truc-là. Je vais vous le retrouver. Je vais le retrouver. Que Samuel Paty a été assassiné par un terroriste. Un terroriste. Il dit arabe. Il démarre par arabe. Comment? Alors c'est un tchétchène quand même, je vous le dis. Mais comment, après avoir planté Rima Hassan, on peut dire que Samuel Paty a été assassiné par un terroriste arabe? Waouh! Et ce mec-là va se représenter, ça revient à mon propos sur la carte de presse, il va être de nouveau à l'antenne, il est revenu d'ailleurs à l'antenne, et donc si vous voulez, il n'y a aucun contrôle qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire que quelqu'un qui va sortir une horreur, une saloperie, un mensonge, un propos raciste ne reviendra pas à l'antenne, il sera toujours à l'antenne. Donc évidemment, c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles je m'interroge, et je suis d'ailleurs en train d'écrire un bouquin là-dessus, pour trouver des solutions de sortie, parce que j'espère qu'on va en parler, c'est quand même le but aussi du jeu, je pense, des solutions pour sortir de ce cloaque médiatique qui fait que je suis obligé, et je termine là-dessus, je suis obligé d'expliquer régulièrement que je ne suis ni palestinien, ni militant France Insoumise,
ni, alors, musulmans, pas musulmans, ça me regarde, enfin bon, on s'en fout. A priori, on va dire pas musulmans. Ceux qui ont déjeuné avec moi ce midi peuvent en témoigner. Mais voilà, mais je suis obligé, par honnêteté, de reconnaître que les trois, mais depuis, surtout depuis le 7 octobre, les trois principales cibles, mais de manière, c'est même pas de manière récurrente, c'est de manière permanente, sont les insoumis, les musulmans, les arabes, évidemment, a fortiori de banlieue. Les musulmans, j'en ai rien à foutre. Vous voyez, je suis revenu et évidemment les Palestiniens. Mais je suis revenu je reviens en ce moment sur les idées. Mais l'idée de l'islamophobie que je défendais il y a, je sais pas, 10 ans, j'en suis revenu. Parce qu'aujourd'hui, l'islamophobie, mais c'est valable pour les insoumis avec l'attaque d'antisémitisme. Ou d'antisionisme, avec la fameuse loi, vous avez suivi, j'imagine, la fameuse loi qui va passer, je pense qu'elle va passer, qui va faire que l'antisionisme va être assimilé à l'antisémitisme, ce qui est quand même de la folie pure. Parce que moi, j'ai des amis, enfin, c'est même pas j'ai des amis, je vous fais pas une morano, j'ai énormément d'amis chez Tzedek, l'association des Français de confession juive anticoloniaux, qui s'affichent comme anti-sionistes. Vous allez faire quoi? Vous allez les condamner pour antisémitisme, ils sont juifs. Je veux dire, on marche sur la tête avec des gens qui sont trimballés par Elnet, le lobby pro-Likoud, qui à coup de millions d'euros balade les Orange, Berger et compagnie tous les mois, les Valls et compagnie tous les mois sur le. Et puis comment il s'appelle Attal récemment qui était encore. Enfin, c'est incroyable pour venir porter la parole du Likoud chez nous. C'est vous, les insoumis, là, qui importez le conflit, il paraît, hein? Bah non, pas tant que ça, finalement. En tout cas, à minima bénévolement. Vous n'êtes pas payé pour ça. Donc, c'est complètement... On marche vraiment sur la tête. Et donc, c'est trop... Pourquoi je parle tout le temps? Ben, j'ai pas le choix. Je parle tout le temps de ces trois composantes parce que ce sont les trois cibles documentées. Je dis bien documentées, mon avis, on n'en a rien à foutre. Je le redis une énième fois. C'est pour ça que je vous montre régulièrement, et à chaque émission, je vous montre comment des extraits, ouais, des magnétos, je cherche le terme, des vidéos, pour que vous fassiez votre avis. Sinon, si c'était pour donner mon avis, c'est pas intéressant. Donc voilà, c'est une machine de guerre médiatico-politique. Vous avez entendu, je pense, Retailleau dire « à bas le voile », pas dire, pardon, hurler « à bas le voile », dans une réunion de néo-nazis, de salopards, de gens qui ont été salués par Marion Maréchal Le Pen et compagnie. C'est le ministre de l'Intérieur, un ministère régalien, un ministre d'État qui dit « à bas le voile ». Alors je le remercie, ceci dit, parce que pour le coup, au moins il crache le morceau. C'est plus la nuance machin. Retailleau, il traverse le champ de maïs. Quoi. Il ne prend pas un détour par la rocade est, machin. Mais je veux dire, c'est incroyable. Alors est-ce qu'il y a... Je vous laisse... Je vais essayer de retrouver l'extrait parce que l'extrait est absolument magnifique. Là. Alors, on va juste avoir la question. Regardez l'extrait, il est très court. On va le regarder à l'écran. Oh, tu vas y arriver. On va juste avoir la question. Regardez l'extrait, il est très court. Il faut juste le mettre en plein écran. Et lancer le son. Oui, c'est là qu'enseignait le professeur d'histoire assassiné en octobre 2020, tué par un islamiste radicalisé. Oui, c'est là qu'enseignait le professeur d'histoire assassiné en octobre 2020. Ouais, juste remettre le... Oui, c'est là qu'enseignait le professeur d'histoire assassiné en octobre 2020, tué par un islamiste radicalisé. Oui, c'est là qu'enseignait le professeur d'histoire assassiné. Il n'y a pas photo. Il allait dire arabe, alors que par exemple, je ne sais pas, c'était Bugier, vous savez, le jeune, enfin le jeune. Voilà. Il est plus très jeune, il est plus jeune que moi. C'est Florent Bugier, je crois, je ne sais plus son prénom. Julien Robin, merci. Bugier sur France 2 avait dit il y a quelques années à propos d'un match de rugby, ce match nous a été volé par les Néo-Zélandais. Moi j'ai réécouté, je ne vois pas ce que viennent foutre les Arabes dans le rugby, ou alors quelque chose m'a échappé. Non, évidemment, il parlait soit des arbitres, soit des Argentins, mais évidemment qu'il ne disait pas les Arabes. Donc voilà. Là, autant que quand j'écoute tout le temps 3-4 fois les choses,
Non, là c'était vraiment autre chose que les Arabes qui n'ont rien à foutre dans le rugby. Enfin, qui n'ont rien à foutre. Qui ne sont pas présents factuellement. Qui sont factuellement pas présents dans le monde de l'Ovalie. C'est enregistré, s'il vous plaît. Franchement, il n'y a aucune ambiguïté. Il parlait évidemment des Arabes. Oui, je voudrais rappeler quand même qu'il y avait Benazi, c'était l'excellent arabe qui était un demi-mètre de très haute voltige. Il était excellent, c'est vrai. Il faut se souvenir quand même. C'est un apport extraordinaire, même dans le sport. L'encouragez pas, s'il vous plaît. Je voulais dire, oui, je voudrais revenir entre la navette entre l'objectivité et la subjectivité, elle est intéressante. Effectivement, l'objectivité, ce sont les faits. La subjectivité, effectivement, c'est l'appréciation que l'on porte sur une situation, sur une note politique, etc. Mais on pourrait quand même, je dirais, remarquer qu'il y a un parallèle, me semble, depuis 81, avec le fait que tout le monde est passé avec armes et bagages du côté de la réaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde reprend, je dirais, les thèmes de la réaction, y compris ceux qui sont censés représenter, je dirais, le peuple. Le PS aujourd'hui, quand on voit le discours du PS aujourd'hui, qui s'aligne carrément, je dirais, sur certaines thèses du Front National, effectivement, donc la presse, je dirais, j'ai l'impression qu'elle a suivi, effectivement, ce virage-là, ce virage où il faut être, effectivement, je dirais, se soumettre à l'exigence du maintien d'un système qui, aujourd'hui, est en difficulté, même voire, je dirais, dans l'impasse, et donc toute la presse est là. Et alors, le truc qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avant, il y avait une presse militante qui apportait, effectivement, la vérité à ceux qu'elle était censée représenter et défendre. Et aujourd'hui, on a de moins en moins ça, et on a de plus en plus effectivement, de journaux alternatifs. Et donc, cette question, à mon avis, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas la mettre et la lier avec une dérive politique de toutes les forces politiques, sauf de celle de LFI, puisqu'ils sont dans la rupture, quand même, qui accompagne cette dérive, je dirais, journalistique. Merci. On peut grouper 2 questions, ça ne me dérange pas, ou 3 questions, ça ne me dérange pas du tout. Si c'est en lien, sinon c'est compliqué, mais allez-y. Bonjour, on s'est rencontrés tout à l'heure. Je voulais, au niveau de l'objectivité et la subjectivité, moi je voudrais faire appel à la croyance. Parce que quand tu as parlé des jeunes journalistes qui étaient embauchés pour dire des saloperies, moi je crois qu'ils croient à ce qu'il dit. Et c'est beaucoup plus dangereux. Pour avoir été dans les meetings du Front National, les meetings de Zemmour, quand tu discutes avec ces gens-là, ils sont dans la croyance. Ils sont sûrs de leurs faits. Comme j'ai toujours dit à mes petits camarades, vous dites que l'extrême droite, ils sont cons, ils sont pas, c'est pour ça qu'ils sont à droite, et l'extrême droite, non. Ils ont une idéologie tout comme nous. Et c'est la croyance qui est la plus dangereuse. Et c'est à cette croyance qu'il faut s'attaquer, mais sur le terrain. Merci. Oui, je veux me présenter. Je suis issu de la Fédération du Livre, la FIPAC, CGT, si vous connaissez, et j'étais secrétaire du syndicat des employés de presse. Et entre autres, je suis membre de la section du Parti communiste de Mérignac, aujourd'hui à la retraite. Alors, ce que je voulais évoquer, parce que tu as évoqué en début de ton intervention la nécessité aujourd'hui de légiférer. Tu n'as pas dit ça comme ça, mais enfin, qu'il fallait voir, si tu l'as peut-être dit comme ça, effectivement. Je voudrais dire que cette réunion que nous avons aujourd'hui, nous aurions pu l'avoir il y a 60 ans. Certes, dans des formes sans doute différentes, mais les questions qui sont posées là, notamment l'objectivité, etc., la concentration de la presse, on disait à l'époque, où la presse était entre les mains de quelques-uns, on a cité, Hachette, Hersan, etc. Donc aujourd'hui, Bolloré, sauf que ça a pris une autre dimension. Au-delà de la presse, il y a effectivement les médias, on appelle ça aujourd'hui les médias, notamment audiovisuels, etc. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a su légiférer à un temps. Vous savez que la presse, une très grande partie de la presse a collaboré avec l'ennemi. Et après la guerre, il a fallu légiférer, il a fallu
d'ailleurs libérer les journaux. On appelait ça les journaux libérés, comme le Dauphiné libéré, le Parisien libéré, enfin, on connaît tous les journaux français quasiment ont dû être libérés parce qu'ils étaient sous l'autorité de l'occupant. Pas l'humanité, on n'a pas appelé l'humanité libérée, je dis ça comme tu travailles avec l'humanité. On n'a pas appelé parce que l'humanité a continué à travailler, enfin pas à travailler, dans la clandestinité, à assurer la distribution de l'information. Or, alors, ce que je voulais dire, effectivement, aujourd'hui, ce qui a été possible à l'époque, il a fallu faire des lois, après la guerre, hein, des lois sur la presse en général, et surtout une loi très importante sur la diffusion de la presse. On appelait ça, c'était un radical de gauche à l'époque, qui était l'initiateur de cette loi, c'était la loi Bichet. C'était un député de radical de gauche, cette loi, qui a donné la possibilité aux journaux écrits d'être distribués sur tout le territoire français, quel que soit son niveau de tirage. Vous voyez, on pouvait être un petit titre ou un gros titre, on avait droit à l'ensemble du réseau au même titre. Et tout cela, au fil du temps, alors ça a permis effectivement de voir les journaux se redévelopper, une certaine... alors après, au fil du temps, ça a été repris, notamment, on le disait, par Hachette qui a voulu reprendre la distribution, et d'autre part, Hersan qui a regroupé, donc qui est devenu effectivement il a la main mise sur la diffusion de l'information, et au fil du temps, ça s'est dégradé, jusqu'à l'arrivée des nouveaux médias, effectivement, Internet, etc., qui a créé des conditions nouvelles qui nous amènent aujourd'hui dans cette situation. Mais les hommes de l'époque, c'était les mêmes qu'aujourd'hui. Vous savez, il n'y a pas de grande différence entre Robert Hersan et Bolloré. Vous savez, sur le plan idéologique, c'est pas tellement différent. Si, un petit peu, mais non, un petit peu, tu l'as dit tout à l'heure. Mais alors, on fait un petit peu court pour... Oui, je termine. Merci. Non, mais comme tu as expliqué qu'il fallait aujourd'hui légiférer, dans quelle mesure on peut, effectivement, ça va peut-être permettre de continuer le débat, dans quelle mesure on peut légiférer là-dessus et comment? On n'a pas affaire à de la presse écrite, on a affaire à un système médiatique tellement différent qu'on ne peut pas légiférer tout à fait de la même manière pour créer les conditions d'une vraie liberté de la presse, écrite ou audiovisuelle. Merci beaucoup. Merci. Très court, je vais être très court. On parlait tout à l'heure de dérives de la presse publique, et notamment des chaînes publiques. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut former l'hypothèse qu'elle est sous influence du printemps républicain? Waouh! Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, je vais y revenir. Je vais reprendre rapidement les deux questions précédentes. Ils croient en ce qu'ils disent, et vous avez évoqué, enfin tu as évoqué, on va se tutoyer, une question oui, la camarade, une question de croyance. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai fréquenté pendant un moment, et je continue dans des reportages X, Y, Z, de fréquenter des milieux qu'on va qualifier de versaillais. Voilà, vous savez, on fait des rallyes, on danse le rock versaillais. Dans les écoles de commerce, dans des milieux comme ça. Oui, évidemment, c'est une croyance. Je dis pas, c'est pas antinomique, hein, les deux. C'est-à-dire qu'on peut croire en ce qu'on dit en étant ultra-réac, et parce qu'on est ultra-réac et qu'on croit en ce qu'on dit, notamment sur la question... j'ai énormément couvert, parce que je trouve que c'est dans l'adversité que c'est intéressant de bosser. Quand on a par exemple, quand on est progressiste, comme je le suis, je trouve que c'est intéressant de travailler sur le camp d'en face. Et j'ai énormément bossé sur le mariage pour tous. Et en l'occurrence, la manif pour tous. Et je suis parti, c'était marrant parce que je partais dans des cars, dans des bus, le matin
j'espère que j'aurai un square à un moment, un de ces quatre, après ma mort, sans déconner. Je partais à 5h du mat dans des cars, sur les carrefours à la con de Blois, pour suivre les gens qui partaient à la manif pour tous à Paris. Donc on arrivait à 11h du mat, je restais 5 heures avec eux, c'était insupportable, 6 heures avec la pause. Mais, et donc, ce qui était intéressant, c'est que pourquoi je faisais ça? Pourquoi je me suis infligé ça? Parce que quand vous les prenez juste dans les manifs, comme l'ont fait beaucoup de consoeurs ou de confrères, ils ont une posture, ils vont donner un truc, vous voyez, ils vont vous sortir 3-4 phrases clés, presque prédigérées, sur on n'est pas homophobe, mais... Bon. Dans un bus, c'est impossible, ça tient 1 heure, ça tient 1h30, ça va tenir 2 heures, mais après c'est fini, hein. Après ils se lâchent. Ils se lâchent et ils vont dire carrément ouais, mais ils veulent tous les homos, ils veulent être homos, sous-entendu que c'est un cadeau qu'on leur fait d'accepter qu'ils sont en couple, mais en plus ils veulent des enfants. Et oui, ils sont sincèrement homophobes, ils sont sincèrement. Il y a un packaging, un peu comme les trucs, les offres Orange. Ils sont homophobes, racistes, sexistes, enfin, ils ont voilà, beaucoup de qualités. Et donc, je pense que c'est sincère. Évidemment que c'est sincère. Alors, il y a deux sincérités. Il y a une sincérité instruite, c'est-à-dire, pardon, c'est un peu caricatural, mais je pense que vous allez comprendre la nuance. Il y a une sincérité instruite, c'est-à-dire des racelards, ce qu'on appelle maintenant les racelards, les racistes profonds, qui sont des gens qui sont contre la classe, les classes laborieuses, comme on pourrait dire, comme on disait à l'époque, mais qui font preuve d'un racisme social, d'un racisme tout court, et qui sont rétrogrades, qui sont contre l'IVG, contre tout ce que vous voulez, homophobes et compagnie, mais qui sont instruits. Et une autre classe qui est celle exactement avec les mêmes définitions, les mêmes résultats, mais qui ne sont pas instruits. Et eux, c'est par inculture et par suivisme de ces gens instruits, embauchés par Bolloré, qui vont distiller justement cette pensée ultra-réactionnaire qui va être gobée par des gens qui n'ont pas le niveau de conscience politique ou d'instruction. Et je dis ça sans aucune espèce de mépris, c'est un fait, qui vont gober, je ne vais pas vous reciter Victor Hugo, mais qui vont par inculture ou manque d'instruction gober ce que ces gens embauchés à dessein, qui croient effectivement, comme tu le disais, à ce qu'ils débitent, ont été embauchés à dessein pour faire croire à ces populations qui votent, que la réalité de la société c'est ça, et que les seules personnes, et là ils sont emmerdés, hein, mais je pense que vous l'avez vu, hein, avec l'affaire de Bétaram par exemple, ils sont emmerdés, hein. Et l'affaire du pauvre gamin là, Émile, ils sont emmerdés. Hein. Ah, c'est plus des bougnoules, hein. C'est plus des OQTF, là on est sur des cas de gens qui leur ressemblent un tout petit peu. Et d'ailleurs, vous pourrez voir l'agacement profond de gens comme, comment ils s'appellent ces deux abrutis là sur les grandes gueules là. Truchot, merci, Truchot et Marchal, j'en vois tellement, vous savez que je suis en train de dire les noms. Truchot et Marchal, ou déjà, j'espère aussi, alors à part mon square après ma mort, j'espère que j'aurai la refaite un peu plus tôt. Parce que je m'en tape, vous savez, des heures. Hein. Ce que je vous montre, c'est le 10e de ce que je vois. C'est une catastrophe, c'est un naufrage complet. Si vous avez très chaud, on peut ouvrir une porte peut-être, hein, parce que je vois que vous êtes plusieurs à avoir chaud. Donc vous me dites si vous avez chaud, on peut entrebâiller une porte, c'est comme vous voulez. Hein. Non, mais je vous pousse à y aller, hein. C'est important. Comment? Donc oui, il y a une alimentation malsaine dont je ne vois pas l'issue. Alors la question, et je vais revenir à la législation, au problème de légiférer, la question du printemps républicain, c'est très honnêtement, c'est un mystère pour moi. Donc le printemps républicain, en gros, c'est une espèce d'officine à la con qui est apparue après les attentats de 2015, qui a été poussée par Marianne avec des gens, les fameux toutologues dont je vous parlais tout à l'heure, en l'occurrence Enthoven, Fourest, des gens d'une incompétence qui force mon admiration et qu'on crée Franc-Tireur. Alors Franc-Tireur, c'est un... Pardon, on est entre nous, là je m'autorise. On est en famille, un torche-cul qui a osé titrer « Juif, mais pas trop » à propos de Tzedek. Juif, mais pas trop. Ça veut dire que ces gens-là crient les Juifs
en fonction de leurs critères à eux. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et oui, c'est l'antisémitisme, pur et dur. Enthoven est un antisémite, Caroline Fourest est une antisémite, c'est la directrice de la rédaction. Ce sont des antisémites notoires. Et des racistes, et il expliquait, Enthoven, que par exemple, il allait voter, ça ne lui dérangerait pas d'aller voter à 19h59 pour Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon. Donc ces gens-là ont une influence, donc ils vont recevoir une chaîne de télévision à la place du Média TV quand même. Ils vont recevoir une chaîne de télé qui s'appelait Réel TV, qui maintenant a un autre nom, j'ai oublié, je m'en fous. Mais payé par un milliardaire qui s'appelle Kretinsky, qui est un avocat. Je connais zéro avocat milliardaire, hein, j'en connais pas. Personne ne s'interroge sur la fortune et l'origine de la fortune d'un avocat des pays de l'Est, qui est quand même pas réputé. C'est pas un endroit où la réputation du fait de faire fortune comme ça en claquant des doigts et à la force du poignet soit extrêmement répandue. Donc peut-être qu'on pourrait s'interroger sur l'origine de sa fortune. Et eux en ont rien à foutre. Ils palpent cet argent sale et ils vont donc avoir une télévision où ils vont pouvoir déverser des fake news, puisque Fourest, c'est elle qui a dit, par exemple, que sur LCI, si je me souviens son nom, qui a dit qu'il fallait diviser au moins par 10 le nombre de victimes gazaouis, enfants compris, et qui sort des fake news sur fake news, qui ment de manière récurrente et régulière. Il y a eu l'affaire des 40 bébés décapités, enfin, tous les mensonges, toutes les fake news que vous connaissez ont été relayés par ces gens-là. Ils vont avoir une chaîne de télévision. Et donc, très honnêtement, je ne comprends pas, je ne connais pas, à l'heure à laquelle je vous parle, et j'ai toujours appris à dire à mes enfants, je ne sais pas, plutôt que d'inventer des théories fumeuses, eh bien, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne comprends pas l'influence qu'a ce groupuscule de merde. En gros, alors, pour résumer, si vous ne les connaissez pas, c'est Valls, c'est Manuel Valls, pour aller vite. Je ne comprends pas l'influence qu'il a. Oui, et Valls aussi, bien sûr. Qui est devenu d'un racisme, d'une puissance, mais qui me dépasse complètement, vous voyez. Enfin, quand aujourd'hui des gens me disent je ne suis plus, alors, on peut le nuancer, mais quand des gens me disent je ne suis plus Charlie, honnêtement, je les comprends. Je veux dire qu'ils ne veulent plus être reliés à quelque chose qui a un rapport de près ou de loin à Charlie Hebdo. Je les comprends, même si il faudra avoir une discussion pour expliquer qu'être Charlie, c'est pas être pour Charlie Hebdo. Bah bon, mais je m'en fous. Je veux dire, je comprends très bien qu'on puisse en avoir jusque-là de Charlie Hebdo et de c'est avec toute l'amitié profonde que j'ai bossé pendant des années avec Charb à l'Humain, avec Cabu au Canard enchaîné. Je veux dire, oui, cette époque-là, c'était quelque chose. Là, je ne reconnais absolument plus. Enfin, je veux dire, on est aux antipodes de la pensée Charlie. Et je peux entendre qu'il y ait cette défiance vis-à-vis de l'esprit Charlie. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Mais j'espère qu'on aura la réponse. Sur la question législative, oui, c'est... Alors, je reprends juste... Oui, le problème, mais vous le savez toutes et tous ici, je pense, c'est le rapport de force. La question, c'est le rapport de force. Que là, il n'y a pas de rapport de force aujourd'hui qui permette, comme à la Libération ou comme en 1936, de faire passer une loi qui permette de restreindre à la fois la concentration, comme le souhaitent nos camarades du Monde Diplo, et comme nous le souhaitons nous aussi, des pouvoirs dans la presse, de la concentration et du pluralisme. Mais dans des pays comme la Norvège, il y a encore des trucs où, par exemple, à Neuilly-sur-Seine, l'UMA doit être disponible autant que le Figaro. Mais ça, c'est une volonté politique. Aujourd'hui, on n'a pas, avec Renaissance, le parti de droite Renaissance, et le parti de droite LR et la droite de la droite FN et compagnie, enfin moi je m'en fous d'ailleurs, RPR, FN, allez, on va pas se faire chier avec les sigles. Mais on n'a pas, et la Macronie, on n'a absolument aucun, et une partie du Parti Socialiste, on n'a absolument aucun poids pour aujourd'hui légiférer là-dessus, et j'en suis désolé, et je suis désolé de ne pas avoir un message d'amour et de paix, et surtout non, positif sur ça, mais je vois pas le bout. Simplement, je constate que la seule solution, c'est celle-ci. Et la question, alors c'était des camarades de la LDH, je crois, au cours d'un
Moumoutour, là, c'était dans le Rhône, je crois, qui avait posé une très bonne question. Est-ce que, je vous la pose, je vous la tends, et c'est une très bonne question, est-ce que, puisque nous approchons d'une échéance électorale primordiale, malheureusement, dans la Ve République, c'est la principale, la présidentielle, est-ce que la question de la presse, de la liberté, entendez bien l'expression, de la liberté de la presse, la question de la liberté des médias, de la pluralité du pluralisme, sera au cœur de la prochaine campagne via les programmes des partis progressistes. Et ça tient un tout petit peu, pour répondre à la question, ça tient un tout petit peu à vous et à nous. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bien sûr. Non, j'ai répondu au printemps républicain. Ah, très largement même. Très largement, oui. Trop largement par rapport à ce qu'il représente. Bonjour, Olivier, je suis insoumis. Je me posais... moi, je pense qu'on est dans un moment où on est en train de subir en fait tout le travail de décolonisation qu'on n'a pas fait en France et qui est nécessaire. Et je pense que ça perturbe énormément un certain nombre de sujets d'actualité. Je crois que l'effervescence sur l'Algérie en est un exemple frappant. Et je vois la presse originalement comme un contre-pouvoir. Il me semble que c'est précisément le but de la presse. Alors tout à l'heure on parlait de rigueur, moi je pense que l'honnêteté intellectuelle elle doit être prise en compte aussi. Donc la question en fait c'est est-ce qu'il y a une stratégie pour les médias qui résistent de s'attaquer à ce problème de fond, puisqu'on voit ce que ça a coûté à Paty qui est quand même pas le dernier, enfin bon, c'est pas notre tasse de thé, mais on a quand même soutenu sur ce coup-là et il a eu l'honnêteté de dire ce qu'il a à dire. On voit bien la difficulté de cette résistance-là, mais est-ce que pour que les citoyens prennent conscience finalement de cette grosse manipulation, est-ce qu'il ne faut pas accentuer ce travail aussi, notamment sur le décolonialisme, et d'accepter que la France a un passif colonial qui génère aujourd'hui un racisme comme un héritage et qui vient perturber la politique? Merci. Bonsoir, Ono du groupe d'action Bordeaux-Bastide. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais poser une question sur information, manipulation. C'est le problème peut-être se résoudre avec la déontologie. Le mot a été lâché tout à l'heure, la déontologie des journalistes, c'est-à-dire ce corpus de règles qui doivent être respectées pour faire les choses bien. C'est ça, la déontologie. Et quand on parle de déontologie dans un corps de profession, on parle forcément d'une autorité qui est là pour la sanctionner, sinon ça ne sert à rien. Alors la question, elle est la suivante, est-ce qu'il n'y a pas un blocage, notamment chez les journalistes? Déontologie, ça veut dire une autorité pour sanctionner, et est-ce que c'est pas pour eux directement en contradiction avec le principe de liberté de la presse? Alors est-ce que la discussion, elle n'est pas là? Est-ce que le nœud philosophique, il n'est pas là? Je vais juste envoyer à Pierre un extrait pour que vous compreniez bien le problème de fond. Alors, voilà. Donc c'est, je ne sais pas si, je prends mon micro, excusez-moi. Voilà. Normalement tu l'as, Pierre. Je ne sais pas si vous avez vu cet extrait, donc je réponds à l'envers, hein, je réponds sur la dernière question. Est-ce que vous avez vu cet extrait avec Laura Adler sur le C'est ce soir, machin là? Vous l'avez vu ou pas? Je vous laisse regarder. Est-ce que tu l'as? Oui? Voilà. Ah, il faut vraiment tendre l'oreille. C'est à la fin de cette très courte séquence. Ah bon? Ah mince. Non, ça veut pas. Ok, c'est pas grave. Alors, c'est une sociologue, je crois, qui va faire une démo. On va réessayer quand même, mais c'est une. Donc, Laura Adler, je pense que vous la connaissez, une mitterrandienne historique,
qui, en fait, une sociologue, une historienne, je ne sais plus, va faire une démonstration sur les services publics et le choix qu'on a fait, le choix que la France a fait de financer des services publics, la santé, l'éducation et ainsi de suite. Et puis on va entendre d'un coup, on va entendre Laura Adler expliquer que, au détour d'une phrase, que les étrangers le savent bien puisqu'ils viennent en profiter chez nous. Et alors là, moi qui ai 55 balais, qui connaît Laura Adler depuis 35 ans minimum, je me suis dit mais c'est pas possible, comment on peut en arriver à ce que sur le service public on puisse tenir de tels propos qui viennent à la fois mélanger la question d'une espèce, alors je sais pas si on peut parler de néocolonialisme, mais en tout cas d'un problème là pour le coup raciste très clairement. Est-ce qu'on est dans quelque chose de condamnable déontologiquement? Oui, parce que, si vous voulez, le point commun entre tous ces gens qui vont sortir les pires saloperies du monde, c'est qu'ils ne s'appuient sur aucun chiffre, aucune donnée. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, ils vont sortir des données complètement bidons, mais dans le pire des cas, ce qui est généralement ce qui se passe, ils ne vont pas donner de chiffres. Voilà, vous savez, je m'en amuse parfois sur les réseaux sociaux, je mets une connerie énorme et je mets source une étude norvégienne. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de prouver les trucs, vous donnez ça, il n'y a pas besoin voilà. Mais eux le font sans rire, quoi. Et c'est-à-dire qu'ils donnent ils vont avancer des données. Alors, il y a un gars récemment là, qui disait qu'il a été prof. Il a 64 ans. Il explique qu'il a été prof. Ça tient en l'espace de quelques secondes. Il a été prof en collège. Il avait 21 ans. C'était il y a 21 ans. Et que les élèves, en collège, les élèves avaient le même âge que lui. Et qui venaient dans 21 ans en collège. D'accord? C'était il y a 21 ans, donc il aurait 42 ans, il en a 64. Et ça se voit physiquement qu'il n'a pas 42 ans. Et qu'il venait en djellaba, et qu'il disait ah, vous nous avez colonisés, mais maintenant c'est nous qui allons vous coloniser. Oh, des élèves de 21 ans en collège qui viennent en djellaba. Et ça passe crème, et il n'y a pas de sanction. La seule sanction possible, c'est un rappel à l'ordre. C'est pas un journaliste. C'est un rappel à l'ordre et à la vigilance. J'adore ce terme. C'est un rappel à la vigilance de l'ARCOM. Et la question, pour répondre aux questions que vous me posiez, c'est que l'ARCOM n'a aucun pouvoir. Après des sanctions répétées, elle pourrait théoriquement suspendre une antenne, ça a été le cas pour C8, quoique elle n'a pas suspendu l'antenne, je vous rappelle, C8, c'est pas du tout l'ARCOM qui a suspendu C8, elle a suspendu C8 de la TNT. Que c'est bien Bolloré qui a suspendu C8. C'est lui qui a pris cette décision. Il aurait pu maintenir C8 sur le web, comme par exemple le média est sur le web. Donc il n'y a pas d'autorité de régulation. Je rappelle que l'ARCOM, c'est des gens qui sont nommés par le pouvoir, le Conseil constitutionnel et ainsi de suite. Oui. Oui. Voilà. Et ben voilà. Alors je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est aussi ça. Donc moi, quand j'ai commencé ma carrière, je vais vous dire, j'étais prof. Voilà. Et on m'a tous vite dissuadé de l'être parce qu'on m'a dit, mais c'est pas pour vous, passer les concours, etc., quitter ce milieu qui est absolument. Bon. J'étais prof à Roubaix. Donc Roubaix, ville la plus pauvre de France, 25 nationalités dans mon collège, etc. J'ai tout de suite compris ce que c'était. J'avais l'âge de mes élèves, 21 ans, j'étais tout jeune. J'avais des élèves qui étaient en djellaba, qui dans ma classe disaient, monsieur, vous nous avez colonisés. Eh bien, maintenant c'est à notre tour, nous voulons vous coloniser. Et déjà, j'avais le conflit entre petits juifs et petits arabes dans ma classe. Et moi, prof tout jeune, j'étais un peu démuni face à ça. Et c'était il y a 20 ans. On a laissé être intelligents ou simplement attentifs. Nous n'avons été ni intelligents, ni attentifs. Non, mais c'est ça le vrai sujet. Et aujourd'hui, vous avez tout ça, ça dispose en. Je pense ne pas avoir exagéré quoi que ce soit. C'est ça. H24, sans aucune. Alors, ça naît ou c'est nourri par l'esprit effectivement de néocolonialisme. Il y a tout, il y a Roubaix, 25 nationalités, enfin, on imaginait bref. Et par l'absence de régulation, et ça c'est un vrai problème.
et je reviens au problème législatif, il faudrait... Alors, le problème, c'est que c'est une profession qui a deux problèmes. Alors, le premier problème, c'est les CSP, les catégories socio-professionnelles, enfin les familles, quoi, dont viennent la plupart des journalistes des médias mainstream, évidemment. Ce sont, parce que tout ce qui est presse quotidienne régionale, c'est quoi ici? Sud-Ouest. Tout ce qui est presse quotidienne régionale, c'est l'inverse. C'est beaucoup de gens qui sont soit précaires, soit qui ont fait peu d'études, c'est très compliqué. Il y a énormément, mais vous le savez mieux que moi, enfin si, aussi bien que moi, mais, parce que j'habite en province, mais il y a énormément de correspondants. Les correspondants étant des gens qui sont payés au lance-pierre, qui ne sont pas journalistes, mais qui vont pourtant faire des papiers, qui vont prendre autant de place d'ailleurs souvent dans le journal du jour que des journalistes encartés, formés. Alors moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'école de journalisme. Alors, pourquoi? Et ça rejoint, mince, quelqu'un tout à l'heure parlait de, oui, des journalistes qui venaient des milieux, enfin des journalistes engagés, qui n'étaient pas forcément des journalistes professionnels et compagnie. Alors ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de bosser avec notamment Libération, dans les rubriques culture, avec des gens qui venaient, je reviens au CSP, qui venaient de milieux professionnels. Je pense que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, quand je vous dis que j'ai eu la chance de ne pas faire d'école de journalisme, c'est-à-dire qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est que je ne suis, j'espère, ne pas être formaté. C'est-à-dire que j'ai pas... Est-ce que vous voyez ce que c'est le formatage des écoles de journalisme? Alors pour qui ne connaît pas ça, c'est très simple, hein. Vous le savez sans le savoir. C'est... ils savent désormais qu'il y aura un avant et un après, 11 septembre 2001. Mais personne ne parle comme ça. Si vous voulez, ces phrases débiles, malgré la contradiction, le président persiste et signe. Mais vous voyez, comment vous pouvez avoir une tripotée, une génération entière de journalistes qui parlent comme ça? Ils ne parlent pas comme ça chez eux, enfin, j'espère pour leur conjoint, ou leur conjointe. Oui. Mais c'est insupportable. Mais évidemment, mais c'est insupportable. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Parce qu'ils passent très généralement de l'école au taf, dans une rédaction. Ça veut dire que pour eux, le chômage, la difficulté de vivre avec le RSA, l'immigration, donc l'immigration, je parle de la ségrégation sociale, la ségrégation raciale, c'est un concept. Ils n'y connaissent rien. Quand ils parlent des chômeurs, oui, je prends un exemple très rapide, parce que je sais que le temps est compté. Je me retrouve avec un président de la République qui vient raconter qu'il va falloir serrer les vis du chômage. Et donc il explique devant un parterre de journalistes parisiens de ce profil-là, de CSP+, avec des parents, oui, genre enseignants, cadres, compagnie. Grosses difficultés, qui sont plutôt éduqués. Et bien, malgré ça, ils vont se retrouver à écouter un président qui va dire que c'était dans l'Essonne, c'était à Melun, c'était à la NPE à l'époque. De Melun, un plaquiste, vous ne connaissez pas ce métier, bon, j'ai appris, un plaquiste qui pose des plaques, un plaquiste a refusé en un an 63 offres d'emploi. 63 offres d'emploi. Il va expliquer ça, et il va dire, donc ça c'est plus possible. Il explique que c'est un directeur d'agence, enfin un employé d'agence qui lui a expliqué ça. 63 offres d'emploi en un an d'un métier de plaquiste à Melun. Waouh! Ça a été reproduit par le Parisien, par le je vais taper sur mon presque Minitel, je vais taper anpe.fr, chercher pendant un an les offres d'emploi de plaquistes. À Melun, on en trouve 10, avec beaucoup de difficultés, si vous voulez. Et encore sur 60 bornes. Hein. Évidemment, si vous n'avez jamais été chômeur, si vous n'avez jamais connu la précarité, vous ne savez pas qu'on ne peut pas, refuser plus de 5 offres d'emploi, en général c'était ça à l'époque, avant d'être emmerdé, et 2, que évidemment 63 offres d'emploi de plaquistes, ça n'existe pas en un an. Mais si vous voulez, c'est comme je disais tout à l'heure, excusez-moi, je reprends l'expression, mais c'est comme quand vous êtes mort ou con, vous ne savez pas.
je ne peux même pas leur en vouloir de ne, pardon pour la double négation, mais de ne pas se poser les questions auxquelles ils n'imaginent même pas qu'il faille prêter attention, parce qu'ils ne le savent pas, c'est même pas de leur faute. Et donc c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas cette diversité sociale dans le milieu du journalisme. Et je laisse la parole, sinon je vais me faire lapiner. Ouais, Michel, ici je suis France Insoumise aussi. Je suis un jeune, très jeune insoumis. Ça se voit? Merci. Non, je plaisante, bien sûr. Tu l'as abordé là tout de suite. C'est comment il y a la promotion, et la promotion implicite de journalistes qui sont dans une idéologie qui est un peu toujours la même, quoi. Alors, je crois il ne faut probablement pas oublier que la situation actuelle, elle était déjà présente. Enfin, je me rappelle, par exemple, est-ce que quelqu'un se rappelle ici du faux charnier de Timisoara? Voilà, il y a ça. Donc, je veux dire, actuellement, la dominante, c'est le racisme. Mais la manipulation de l'opinion, elle est vieille comme le monde, sans doute, vieille comme les médias. On peut parler aussi de ce qui avait permis aux États-Unis d'envahir l'Irak, etc., les prétextes pour... etc. Alors, il y a tout ce qui est... ce que sont les journalistes qui ont propagé tout ça. Bon, il y a eu Chomsky, mais il y a eu aussi, qui a expliqué un petit peu, surtout vu les États-Unis, dans Noam Chomsky, sur la fabrique de l'opinion, et puis Bourdieu aussi. Et je dis ça pourquoi? Parce que, comme tu essaies de le faire, il me semble, là, dans les derniers moments, il y a véritablement un processus de promotion du journalisme d'opinion, de l'opinion que l'on subit. Et c'est véritablement, probablement, une déclinaison de la lutte des classes, quoi. Alors, ma question, ça serait celle-ci, comment promouvoir des gens qui sortent, parce que c'est une trajectoire, en fait. C'est une trajectoire qui va former, comme on sait bien que, par exemple, la bourgeoisie, pour se reproduire, elle organise des rallyes, de rencontres pour que les gens se marient les uns avec les autres, etc. Bon, voilà, pour perpétuer le pouvoir. Comment on peut, effectivement, d'abord c'est prendre conscience, mais comment on peut arriver à promouvoir des journalistes, de vrais journalistes, qui portent une opinion qui est celle une opinion, une idéologie de conquête, de rupture, telle qu'on veut que ça puisse se faire. Oui, Robert Rourke, FI à Mérignac. Est-ce que tu peux nous dire des choses sur le changement de vocabulaire qu'il y a eu depuis un certain nombre d'années? Pour prendre un exemple, le capitalisme, les patrons, au lieu de dire maintenant plan de licenciement, ils disent plan de retour à l'emploi. Hein? C'est beaucoup plus joli. Si on prend le cas environnemental, au lieu, quand il y avait les faucheurs volontaires, eh bien, on ne les traitait pas de terroristes, maintenant c'est des éco-terroristes. Donc comment tu peux nous expliquer toute cette évolution du langage? Quand c'est bon pour le capitalisme, ils disent ben, c'est mieux, puisque c'est un plan retour à l'emploi, mais quand ils ne sont pas d'accord avec ce qui se fait sur l'environnemental, eh bien c'est des terroristes. Voilà. Donc c'est sûr, le changement de vocabulaire, il doit y avoir des tas d'autres exemples. Merci pour vos questions. Alors j'invite l'organisation à me faire signe pour l'horaire, parce que je ne maîtrise pas du tout le timing. Et que c'est pas moi qui couperai la parole enfin, qui couperai nos échanges, parce que ça m'intéresse vraiment. Alors, j'ai pas souvenir de journaliste qui ait parlé d'éco-terrorisme. Je ne pense pas. Non, mais que ce soit Darmanin, oui. Mais j'ai pas de journaliste qui ait spontanément évoqué le terme d'éco-terrorisme. Par contre, je vais te prendre deux exemples. D'ailleurs, je vais recevoir une chère consoeur qui est journaliste environnementale depuis maintenant un quart de siècle, qui s'appelle Laure Nouala,
avec qui je bossais à Libération, parce que on va évoquer avec elle et avec un représentant du GIEC, on va évoquer la problématique, une vraie problématique, qui est celle de la manière dont les médias traitent les questions environnementales, et notamment le réchauffement climatique. Et j'ai encore vu, enfin non, encore entendu, mais j'étais stupéfait parce que je me suis dit, je pensais que ça s'était calmé, mais pas du tout. Sur France Info, je crois, ou France Inter, enfin on s'en fout, sur Radio France, j'ai entendu encore, il y a quelques semaines, un reportage sur, ça devait être chez Monde, c'est Monde, c'est pas à Bordeaux d'ailleurs, les terrasses, Gilbert, le patron du bar, la brasserie machin, des flots bleus, je sais pas quoi, est heureux parce que on est au mois de février, il fait 25 degrés et les terrasses sont pleines. Et on interroge le petit garçon qui a une glace à la main, qui est super content, et il ne réalise pas qu'ils sont en train de faire la promotion. Vous savez, le fameux livre, le fameux film pardon ? Donc Look Up, merci. Donc Look Up, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas qu'ils sont en train de faire la promotion du réchauffement climatique. Et ça, c'est récent, mais plus ancien. Je te prendrai l'exemple, et ça rejoint ce que je disais sur la distance sociale que peuvent avoir les journalistes de CSP supérieurs. C'est mais ça vous parlera à toutes et tous, c'est les charges sociales. Rien que d'employer ce terme de charge sociale, ça montre un décalage total et complet et absolu avec la réalité économique, simplement économique. En plus, ça paraît être leur domaine, a priori. Ça montre l'absence totale de connexion avec le monde réel. Si vous voulez. Et moi, j'ai un exemple qui m'agace profondément, c'est des jeunes Français élevés sous le sceau de la République, dans les écoles républicaines, qui vont aller un jour avec une Kalachnikov assassiner des corélégionnaires, des jeunes gens de toute confession, de toute origine et compagnie. Je veux dire, dire en une phrase, en un mot, même pas une phrase, en un mot, je vais reprendre l'accent, il est allé sur Internet et c'est là qu'il s'est radicalisé. Ça veut dire quoi radicaliser, bordel de Dieu? Je veux dire, vous reportez ce discours stupide, vous le reportez, et vous dites, on va mettre quelqu'un qui va bosser pendant 6 mois sur comment un jeune gamin né en France ou en Belgique en est venu à tirer à la Kalachnikov un soir sur d'autres gamins. Et c'est là qu'il s'est radicalisé. Ils vont utiliser ce mot stupide qui sert à... Si vous voulez, ça montre une paresse intellectuelle qui défie la logique journalistique, qui défie la logique du cours. Mais je veux dire, quand on en est là, sur ces 3 exemples, je trouve que voilà, on a un problème de fond dont ce petit monde, ce petit microcosme, cet entre-soi se satisfait largement. On n'a pas besoin de dire plus que ça. On explique des choses par des mots-clés, par des mots valises qui n'ont aucun sens, qui sont soit faux, soit creux, mais qui permettent de donner l'impression qu'on a bossé son dossier, alors que factuellement, non. Alors c'était quoi l'autre question du coup, excusez-moi, je suis désolé, j'ai perdu le fil sur la question précédente, excusez-moi. Sur la promotion comment promouvoir des journalistes qui sont... Ah, alors, ça c'est une question, alors je vais le faire court, mais c'est une question de fond, c'est que est-ce que les journalistes ont vocation à porter une voix militante, une voix extrêmement orientée? J'en suis pas sûr. J'ai simplement moins envie de dire, alors il faut les soutenir malheureusement, pour l'instant c'est le soutien financier. Je pense qu'il y a des médias qui font bien le job. Moi honnêtement, quand Mediapart est sorti, alors quoi qu'on pense de Mediapart? Quand Mediapart est sorti, j'étais sceptique. Je me suis dit, putain, les mecs, ils y vont sur le web, sans version papier, à 1 € par mois et compagnie. Je me suis dit, waouh, quoi. Alors, je connaissais pas mal, j'ai plein de potes là-bas, David et Dan et compagnie, mais je me suis dit, comment ils vont réussir? Et ils ont réussi. Donc, j'étais sceptique, je me suis trompé. Ça m'arrive, et je le reconnais volontiers. Mais ça marche quand c'est bien fait, et quand il y a des moyens qui sont mis sur la table. Après, je pense qu'on est dans un tel marigot médiatique que simplement aujourd'hui, de faire son job avec honnêteté, simplement ça,
ça vient contrarier ce qui se passe sur les plateaux de BFM, d'LCI, de France 5, de France 2, de France Info et ainsi de suite. Rien que ça. Et de contrarier aussi les cirques qui, à mon avis, produisent un gloubi-boulga extraordinaire, que sont les émissions comme Quotidien ou Quelle Époque, qui sont un espèce de mélange de divertissement, d'information, qui donnent l'impression qu'ils font de l'information alors qu'en fait c'est du divertissement, avec des... Je vais essayer d'être super sympa, avec des Léa Salamé. C'est très dur. Mais voilà, qui sont à l'information, parce que moi je suis vraiment pas au ballet russe, mais vous voyez, revoyez la scène de Léa Salamé face, oui, absolument, Monique. Alors voilà, Monique, depuis qu'elle est rédactrice en chef de la rubrique internationale de Libération, elle dit « Oh, elle n'est pas journaliste, celle-là. Je ne la prendrai pas dans ma Léa Salamé, revoyez la scène extraordinaire de l'excellentissime, alors ce garçon, je suis admiratif, de Michael Zemmour. Lorsqu'une fois j'ai dit Zemmour, on m'a regardé comme Mac, j'ai dit putain, le génial Zemmour. Donc Michael Zemmour, face à elle, qui lui annonce que non, les retraités n'auront pas 1 200 €, pas, tous les retraités n'auront pas 1 200 €. Vous voyez, et là, je dis, ah bon, mais comment vous savez ça? Je veux dire, c'est elle et puis Apolline de Malherbe. Je veux dire, mais vous bossez vos dossiers. Bossez vos dossiers avant de recevoir un mec comme Zemmour, quoi. Et je trouve qu'il était sympa, il était hyper zen, hyper cool. En plus d'être un garçon hyper, enfin, je trouve pas la prestance, mais en plus il était hyper zen, hyper cool. Alors que moi je leur dis, mais putain, mais bossez vos dossiers, quoi. Ne m'invitez pas sans connaître les sujets qu'on va aborder. Et ben voilà, donc ce sont plus j'essaie de répondre aussi à la question d'avant, c'est un star system à la con, quand vous voyez des affiches 4x3 dans les transports, avec deux Morand, que j'ai eu comme Red Chef aussi avec Geoffrin, voilà. Et Salamé, vous vous dites que c'est pas ça le service public de l'information selon moi, mais c'est comme ça. Et dernière chose, et après je laisse la parole tout de suite, mais vraiment très court, je pose toujours la question, sur les plateaux de télé et ailleurs d'ailleurs, dans les colonnes, je pose toujours la question et j'explique aux étudiants auprès desquels j'interviens enfin, bien volontiers, comme je le fais là, c'est posez-vous, et c'est vraiment un juge de paix, et je vous demande de me croire, pour le coup, c'est un juge de paix. Puisque vous savez, on a dit, en matière de presse, c'est seulement l'argent, hein, c'est les revenus. Posez-vous la question, et posez simplement la question, à quand remonte leur dernière enquête, leur dernier reportage, leur dernière révélation? C'est tout, je demande que ça. Geoffrin, Franz-Olivier Gisbert, à quand remonte leur dernier reportage, leur dernière enquête, leur dernière rencontre avec des Français? Je veux dire des Français. Alors, donc on a une question internet et puis après on va peut-être devoir passer à une autre phase et libérer la salle. Donc, prolonger de manière informelle. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je quitte pas mes amis là. Hein. Non, là, on est tous là maintenant. Non, il n'en est pas question. Alors, donc je pose la question telle qu'elle est écrite. Donc, a-t-on une cartographie de l'extrême droite et des propos racistes? Et je lis la suite. Et comment lutter au-delà de l'argument Elon Musk? Alors, j'ai pas bien compris la question. Moi non plus. Mais c'est pas. Non, mais peut-être juste la cartographie de l'extrême droite, est-ce qu'on a, je sais pas. Oui, bien sûr. Il existe. Alors, ça se retrouve assez facilement sur Internet. Il y a des sites spécialisés dans ces questions-là, notamment Street Press, mes amis de Street Press, et puis des sites Antifa qui très régulièrement publient justement cette fameuse cartographie, alors un peu comme l'arborescence de nos amis du Monde Diplo, essaye de faire des regroupements de la phagosphère, hein, pour l'appeler très simplement comme ça. Et le problème de fond, c'est qu'il y a quelques années courtes, je vous aurais dit que c'est important et intéressant de le faire, mais qu'aujourd'hui, ce que j'appelle moi la fenêtre d'Overton médiatique, c'est-à-dire le déplacement, c'est-à-dire que le fait qu'on entende aujourd'hui, qu'on entende ou qu'on lise aujourd'hui, et j'en ai fait une capture d'ailleurs tout à l'heure,
vous avez un titre de... J'ai mis en perspective un titre de valeur de valeur actuelle, Frontières, le nouveau média facho de Facholand, et puis Le Figaro. Le Figaro, on aurait pu encore imaginer avec beaucoup de bonne volonté, il y a quelques années, que c'était encore républicain. Là, ils ont fait un truc sur le nombre de naissances des femmes algériennes par rapport aux femmes françaises. C'est absolument abject. Mais comme des animaux, hein, des femmes qui veulent, qui mettent bas, et que c'est un danger du grand remplacement. Et bien, c'est ça la fenêtre d'Overton en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voyait avant dans les journaux d'extrême droite, Rivarol et compagnie, maintenant on le voit dans les journaux de droite, voire même dans le service public. Et c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que la cartographie de l'extrême droite aujourd'hui me semble utile à certains égards, mais inutile du fait qu'il faudrait aujourd'hui pister tout. Alors je ne sais même plus si on peut parler de dérapage d'ailleurs, mais toutes les problématiques, ce que j'essaie de faire dans l'émission, mais toutes les problématiques posées par des journalistes de service public qui le font de manière volontaire et qui ne s'en excusent pratiquement pas. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, il y a eu une excuse d'un journaliste de France Info, je ne sais pas si vous avez entendu, hein, qui disait qu'il avait entendu, on avait entendu dans les manifs abat les juifs ou abat les blancs. Abat les juifs, non, abat les juifs et abat les blancs. Alors, il y a eu les deux, il y a eu abat les juifs et mort aux juifs, et abat les blancs. Alors, mort aux juifs, on va prendre l'exemple de mort aux juifs. Je revérifierai, mais je vous fais confiance, ça revient au même. Mort aux juifs, et qui est revenu en s'excusant, mais, c'était drôle, il a dit pour l'instant. Alors tout le monde a dit, il y a des gens qui, mais très gentiment, ils m'ont envoyé, Moumou, voilà un top, il s'est excusé. D'abord, s'excuser, c'est ce qu'on doit faire quand on a de la merde, donc c'est normal de le faire. Il n'y a pas à dire bravo, c'est la moindre des choses. Mais surtout, voilà, il a dit pour l'instant. Sous-entendu, ça va venir, les gars. Pour l'instant, il n'y a pas la preuve que ça a été dit. Ben non, la preuve a été apportée que ça n'a pas été dit, ni écrit. Bon, bah écoutez, on va peut-être passer à... Oui. Donc on va remercier pour l'instant pour Mourad pour cette aide. Juste vous dire qu'on a la chance d'avoir une super librairie à Mérignac, le Pavé dans la Marche, qui est là, qui est venu avec une sélection d'ouvrages pour aller plus loin sur le sujet, si vous le souhaitez. Et on remercie vraiment chaleureusement nos libraires qui sont une équipe géniale, dynamique, enthousiaste. Pour ceux qui le souhaitent,